1. Le 2 février 1943, le dernier bastion allemand à Stalingrad cessa d'exister en tant que force de combat. Ce ne fut pas une reddition ordonnée ni une retraite planifiée. Ce fut l'effondrement total de ce qui avait été, à peine 6 mois auparavant, l'armée la plus puissante que l'Allemagne eût jamais engagée sur le front oriental. La 6e armée du Reich arriva à Stalingrad en août 1942 avec plus de 300 000 hommes. Elle arriva convaincue que la ville tomberait en quelques semaines. Le nom du général commandant était Friedrich Paulus, un homme méticuleux, technicien, habitué à planifier des opérations sur des cartes avec une précision chirurgicale. Derrière lui, Berlin ne cessait d'insister sur le fait que Stalingrad était symboliquement irrénonçable, en partie parce qu'elle portait le nom de Staline. Ce qui suivit fut l'un des sièges les plus dévastateurs de la Deuxième Guerre mondiale. Les Soviétiques, sous le commandement du général Vassili Tchouikov dans la défense urbaine et de Georgi Zhukov dans la contre-offensive stratégique, exécutèrent en novembre 1942 l'opération Oural, une manœuvre d'encerclement double qui coupa la 6e armée de ses lignes d'approvisionnement. En moins de 4 jours, plus de 250 000 soldats allemands et des nations alliées de l'Axe se retrouvèrent encerclés dans ce que les Allemands appelaient le Kessel, le chaudron. À partir de ce moment, le destin de la 6e armée fut un processus lent de destruction. L'hiver soviétique arriva avec des températures entre moins 30 et moins 40 degrés Celsius. Les approvisionnements qui arrivaient par air étaient une fraction de ce qui était nécessaire. On en avait promis 700 tonnes par jour et on dépassait rarement les 100. Les hommes rationnaient les munitions, le pain et le combustible en même temps. Les maladies, la malnutrition et le froid tuaient autant que les balles soviétiques. Hitler éleva Paulus au rang de général-feldmarschall le 30 janvier 1943, un geste chargé de signification implicite. Aucun maréchal de champ allemand n'avait été capturé vivant jusqu'à ce moment. C'était, en essence, une invitation voilée au suicide. Paulus ne l'accepta pas. Le jour suivant, le 31 janvier, il se rendit aux forces soviétiques dans le sous-sol du grand magasin Univermag, sur la place centrale de Stalingrad. Le 2 février, les derniers foyers de résistance au nord de la ville tombèrent. Les chiffres exacts de ce qui restait sont difficiles à préciser même aujourd'hui, mais les registres soviétiques de capture, vérifiés par les archives allemandes d'après-guerre, permettent d'établir un nombre approximatif, entre 90 000 et 95 000 prisonniers de guerre allemands et des pays alliés de l'Axe. La majorité de l'historiographie les arrondit à 91 000. Beaucoup n'étaient que des ombres d'êtres humains lorsqu'ils levèrent les mains. Dénutris, gelés, beaucoup avec des blessures infectées, les hommes qui marchèrent vers la captivité soviétique n'étaient pas les mêmes que ceux qui avaient franchi le Don quelques mois auparavant. Les premiers jours de la captivité, la route vers la mort et les goulags. L'image de ces colonnes de prisonniers avançant vers l'Est durant l'hiver de 1943 devint l'une des représentations iconiques de la défaite allemande sur le front oriental. Mais derrière l'image existe une réalité que les survivants eux-mêmes ont décrite avec un détail dévastateur dans leur mémoire et dans les témoignages recueillis par des chercheurs allemands et soviétiques pendant des décennies. Le processus de capture lui-même fut chaotique. Les soldats soviétiques qui recevaient les redditions appartenaient à des unités qui avaient combattu pendant des mois dans des conditions tout aussi brutales. La pénurie de nourriture et la brutalité de la guerre sur le front oriental avaient généré un niveau de déshumanisation mutuelle qui rendit difficile tout traitement ordonné des prisonniers dans les premiers jours. Il y eut des pillages systématiques de montres, de manteaux, de bottes et de tout objet de valeur. De nombreux prisonniers qui arrivèrent à la captivité avec un manteau l'ont perdu dans les premières heures, durant un hiver avec des températures qui pouvaient tuer un homme en quelques heures s'il restait immobile. Les camps de réception n'étaient pas préparés pour absorber des dizaines de milliers d'hommes dans cet état physique. Le premier et le plus important fut le camp de transit de Beketovka, situé au sud de Stalingrad. C'est là que se concentra la majorité des capturés dans les jours immédiatement suivant le 2 février. Les installations consistaient en baraquements partiellement détruits, des tentes et des espaces à ciel ouvert clôturés. Les rations étaient minimales. Dans les premiers jours, dans de nombreux cas, elles ne furent pas distribuées du tout. La mortalité au cours de ces premières semaines fut catastrophique.
Les historiens estiment qu'entre 35 000 et 45 000 prisonniers sont morts avant d'être transférés au camp permanent, simplement lors du transit entre la reddition et l'internement formel. La dysenterie, le typhus, l'épuisement sévère, l'hypothermie et les blessures non traitées se combinèrent pour produire un taux de mortalité qui, dans certains camps de transit, dépassa les 50% au cours du premier mois. Parmi les capturés existait une hiérarchie claire qui détermina, en partie, les conditions de captivité. Les 24 généraux qui se rendirent avec Paulus furent immédiatement séparés du reste. Leur traitement fut complètement différent. Transférés dans des installations spécifiques pour les officiers de haut rang, ils commencèrent à recevoir un traitement incluant des interrogatoires extensifs, l'accès à certaines informations et, dans le cas de certains, le contact avec des organisations soviétiques conçues pour travailler politiquement avec les prisonniers de guerre allemands. Les officiers de grade intermédiaire, colonel, lieutenant-colonel et commandant, furent séparés en un second niveau de classification. Les sous-officiers et les troupes constituaient l'immense majorité et furent ceux qui subirent les pires conditions durant les premiers mois. L'historien allemand Rüdiger Overmans, qui a réalisé le travail le plus systématique sur les pertes allemandes de la Deuxième Guerre mondiale, estime que sur les approximativement 91 000 prisonniers enregistrés à Stalingrad, seuls environ 6 000 sont retournés en Allemagne vivants. Le chiffre implique une mortalité supérieure à 93% en captivité soviétique. C'est l'un des chiffres les plus crus de toute la guerre. Pour comprendre ce qui s'est passé avec les survivants de Stalingrad après les premiers mois, il est nécessaire de comprendre la structure du système d'emprisonnement soviétique dans lequel ils ont été absorbés. Le NK5D, le Commissariat du Peuple à l'intérieur, organisme successeur de l'OGPU et précurseur du KGB, administrait deux systèmes parallèles qui, en pratique, partageaient l'infrastructure et la logique organisationnelle. D'un côté se trouvait le Goulag, le système de camp de travail pour les citoyens soviétiques condamnés pour crimes politiques ou ordinaires. De l'autre côté, le GUPFU, la direction principale pour les affaires des prisonniers de guerre et des internés, créée spécifiquement pour gérer les combattants ennemis capturés. En théorie, les prisonniers de guerre allemands étaient séparés du Goulag ordinaire et soumis aux normes de la Convention de Genève que l'Union soviétique avait ratifiée. En pratique, la différence entre les deux systèmes était fréquemment nominale. Les camps du GUPFI utilisaient la même logique de travail forcé, les mêmes rations calculées pour produire exactement la quantité d'énergie nécessaire pour maintenir vivant un travailleur dans des conditions de haute exploitation et la même indifférence systématique à la survie individuelle des internés. Le système GUPFM en vint à administrer plus de 350 camps distribués sur tout le territoire soviétique, des Urals à la Sibérie, du Caucase à l'Asie centrale. Les prisonniers allemands de Stalingrad furent distribués dans pratiquement tout ce réseau. Certains restèrent dans des camps relativement proches du front, dans la région de la Volga et des Urals, utilisés pour la reconstruction industrielle des zones dévastées par la guerre. D'autres furent envoyés aux mines de charbon du Donbass, aux camps forestiers de Sibérie, aux chantiers de construction dans les villes que Staline voulait reconstruire comme symbole du pouvoir soviétique. La logique du système était explicite, les prisonniers devaient produire. Ce n'était pas un problème humanitaire à résoudre, mais une force de travail à exploiter. Les rations s'ajustaient selon la productivité. Un prisonnier qui remplissait son quota de travail quotidien recevait une ration qui pouvait soutenir un effort continu. Un qui ne le remplissait pas recevait moins, ce qui l'affaiblissait davantage, ce qui faisait qu'il remplissait moins le quota dans un cycle descendant qui se terminait fréquemment par la mort. Les travaux assignés aux prisonniers allemands couvrirent une gamme énorme. Exploitation minière du charbon, extraction de minéraux, construction de chemins de fer, de routes et de bâtiments, travail dans des usines sidérurgiques et de munitions, exploitation forestière, travaux agricoles. Dans de nombreux cas, ils travaillaient aux côtés de prisonniers politiques soviétiques du Goulag ordinaire, ce qui produisit des situations de cohabitation extraordinairement complexes entre victimes du même système qui provenaient des côtés opposés de la guerre. La mortalité dans les camps du GUPVI resta élevée durant 1943 et 1944, bien qu'elle diminua significativement par rapport aux premiers mois. Les épidémies de dysenterie et de typhus continuèrent d'être la principale cause de mort, suivies par la tuberculose, la malnutrition chronique et les accidents du travail.
les registres du NK5D, partiellement déclassifiés après la chute de l'Union soviétique, montrent que dans certains camps, la mortalité mensuelle durant les 2 premières années de captivité oscillait entre 3% et 8% de la population totale du camp, des pourcentages qui s'accumulent de façon dévastatrice sur des périodes prolongées. Les généraux et le Comité national pour une Allemagne libre. Le traitement des généraux capturés à Stalingrad fut, dès le premier moment, radicalement différent de celui du reste. Pour l'Union soviétique, la possession de Paulus et de ses 23 généraux subordonnés était un atout politique de premier ordre. La propagande soviétique avait besoin de transformer la victoire de Stalingrad en un symbole qui transcende le champ de bataille et atteigne l'opinion publique allemande, les soldats au front et éventuellement la classe dirigeante du Reich. Paulus et les autres généraux furent d'abord transférés à Vorojba, puis à des installations spéciales près de Moscou et dans d'autres localisations qui varièrent au cours de la guerre. Leurs conditions furent comparativement confortables, chambres individuelles ou partagées en petits groupes, meilleure alimentation, accès à des livres et à certains matériaux de lecture, et surtout contact régulier avec des officiers soviétiques et avec des représentants de l'appareil politique du NK5D. L'objectif soviétique était double. D'un côté, extraire toutes les informations tactiques et stratégiques possibles des connaissances que ces hommes avaient accumulées sur le fonctionnement de la Wehrmacht. De l'autre, et c'était l'objectif à long terme, les transformer en instruments de propagande active contre le régime nazi. En juillet 1943, avec le soutien actif des soviets et la participation d'exilés communistes allemands qui avaient trouvé refuge à Moscou depuis l'arrivée d'Hitler au pouvoir, fut fondé le Nationalkomitee Freies Deutschland, le Comité national pour une Allemagne libre. Ce n'était pas une organisation qui surgissait de façon spontanée des prisonniers. C'était une création dirigée d'en haut, avec une composition conçue pour couvrir des communistes allemands en exil, des intellectuels antifascistes et, de manière cruciale, des officiers capturés de la Wehrmacht. La pièce centrale de sa crédibilité auprès de l'opinion publique allemande était la présence de noms reconnaissables. Le général Walter von Seydlitz-Kurzbach, l'un des commandants de corps à Stalingrad, devint l'un des membres les plus actifs et notoires du comité. Il participa à la rédaction d'appels aux soldats allemands au front, à des transmissions radio adressées à l'Allemagne et à des documents qui exhortaient à la reddition et à la résistance contre Hitler. Paulus fut plus lent. Sa participation fut limitée durant 1943 et 1944. Mais après l'attentat manqué contre Hitler du 20 juillet 1944, son attitude changea de manière notable. En août 1944, Paulus signa un appel aux soldats allemands les exhortant à mettre fin à la guerre. L'homme qu'Hitler avait promu maréchal de champ comme geste implicite vers la mort honorable s'était transformé, du point de vue de Berlin, en un traître. Le Comité national pour une Allemagne libre et son organisation sœur, la Ligue des officiers allemands, fonctionnèrent durant le reste de la guerre principalement comme instruments de propagande. Ces transmissions radio parvenaient aux soldats allemands sur le front oriental et ces appels à la reddition eurent un impact modeste mais documenté dans certains secteurs du front. Ils ne transformèrent pas le cours de la guerre, mais ils représentèrent une expérience soviétique de guerre politique qui anticipait les méthodes qui seraient employées dans l'après-guerre pour façonner la nouvelle Allemagne de l'Est. Pour les généraux eux-mêmes, la participation au comité avait des motivations diverses. Certains, comme von Seydlitz, semblent avoir agi mus par une combinaison de convictions anti-nazies authentiques et de calculs rationnels sur l'issue inévitable de la guerre. D'autres ont participé avec moins de conviction, pressés par les circonstances et par la perspective d'améliorer leurs conditions de captivité. Quelques-uns ont refusé toute forme de collaboration et sont restés dans une sorte d'isolement honorable pendant des années. L'histoire des 91 000 de Stalingrad n'est pas seulement une statistique de mortalité. C'est aussi l'histoire de milliers de vies individuelles qui se sont déroulées pendant des années dans des conditions de privation extrême, avec leurs propres textures, relations, stratégies de survie et drames particuliers. Les survivants qui sont retournés en Allemagne dans les années 50 ont laissé un corpus de mémoires et de témoignages qui constitue une source historique de premier ordre. Des noms comme Heinrich Gerlach, dont le roman « L'armée trahie » fut l'un des premiers récits directs de la captivité,
ou Benno Zisser, ou le médecin Hans Diebold, dont le témoignage sur les conditions sanitaires dans les camps est l'un des documents cliniques les plus détaillés de la période. Également les mémoires du général Walter von Brauchitsch et les déclarations recueillies par des chercheurs comme Helmut Schön ou Wolf Kaiser apportèrent une dimension humaine à ce qui autrement ne serait qu'un simple registre de chiffres. L'organisation interne des camps reproduisait, de manière distordue, la hiérarchie militaire allemande. Les officiers de plus haut rang continuaient d'exercer une autorité sur ceux de grade inférieur, ce qui, dans de nombreux cas, servit à maintenir un minimum d'ordre et à protéger les plus faibles, mais dans d'autres reproduisit les mêmes dynamiques de discipline rigide qui avaient caractérisé la Wehrmacht. Les nazis convaincus qui restèrent parmi les prisonniers exerçaient une pression sur ceux qui montraient tout signe de collaboration avec les soviétiques ou de distanciation idéologique du régime. Les dénonciateurs étaient une réalité. Le NKCD cultivait systématiquement des réseaux d'informateurs au sein des camps, offrant en échange de petits avantages. Rations légèrement meilleures, logements moins froids, travail moins épuisant. La méfiance mutuelle entre prisonniers fut l'une des caractéristiques les plus documentées de la vie dans les camps et empoisonna les relations qui, dans certains cas, avaient commencé comme de la camaraderie sous le feu. La langue devint un axe fondamental de la vie dans les camps. Les soviétiques organisaient des cours obligatoires de russe pour de nombreux groupes de prisonniers, en partie pour des raisons pratiques de communication et en partie comme instrument d'endoctrinement idéologique. De nombreux prisonniers ont appris suffisamment de russe pour communiquer avec les gardiens et avec les travailleurs civils soviétiques avec lesquels ils se croisaient sur les chantiers. Dans certains cas, ces interactions produisirent des relations inattendues, voire même des amitiés, et parfois des relations sentimentales, bien que ces dernières soient interdites et puissent entraîner des conséquences graves pour la partie soviétique. L'accès à la culture et au savoir fut extrêmement variable selon le camp et la période. Dans certains établissements, les soviets organisaient des bibliothèques de propagande avec des textes marxistes traduits en allemand et permettaient une certaine activité théâtrale et musicale entre les prisonniers. Dans d'autres, toute activité autre que le travail et le repos était interdite ou simplement impossible par épuisement. Heinrich Gerlach commença à écrire son roman dans les camps sur des morceaux de papier obtenus clandestinement et le manuscrit fut confisqué par le NK5D. Des décennies plus tard, il reconstruisit le roman de mémoire avec l'aide de l'hypnose. La religion occupait une place compliquée. Les prêtres catholiques et pasteurs protestants qui se trouvaient parmi les prisonniers continuaient d'exercer leurs fonctions de manière semi-clandestine. Les soviétiques toléraient ces pratiques avec une cohérence inégale. Dans certaines périodes et certains camps, on permettait une certaine activité religieuse, dans d'autres, on la réprime activement. Pour de nombreux prisonniers, la foi fut une ressource psychologique critique dans un environnement de privation totale. La relation avec les prisonniers d'autres nationalités fut un autre élément distinctif. Les Roumains, Hongrois et Italiens capturés à Stalingrad et ses alentours partageaient dans de nombreux cas les mêmes camps que les Allemands. Les relations furent variables, parfois coopératives, parfois marquées par des tensions nationales qu'une captivité exacerbait. Les travailleurs civils de pays occupés par l'Allemagne que les soviétiques internèrent également dans certains camps regardaient les Allemands avec une hostilité compréhensible. Le travail forcé, la reconstruction soviétique et la dénazification. La contribution du travail forcé des prisonniers de guerre allemands à la reconstruction de l'Union soviétique après la guerre est un chapitre de l'histoire économique de l'après-guerre qui pendant des décennies resta insuffisamment étudié, en partie parce qu'il était inconfortable pour les deux parties. Pour l'Allemagne de l'Ouest, qui préférait souligner la souffrance de ses prisonniers, et pour l'Union soviétique qui ne voulait pas attirer l'attention sur ses pratiques de travail forcé. La dévastation soviétique à la fin de la guerre était d'une ampleur qui est difficile à assimiler. Plus de 1700 villes et 70 000 villages avaient été détruits totalement ou partiellement. Des dizaines de millions de personnes avaient perdu leur foyer. L'infrastructure industrielle dans les zones occidentales du pays avait été détruite ou démantelée. L'Union soviétique émergea de la guerre ayant gagné militairement mais ayant perdu une fraction énorme de sa capacité productive et de sa population active. Dans ce contexte,
Le travail des prisonniers de guerre allemands, japonais, roumains, hongrois et d'autres nationalités qui totalisaient plus de 3 millions d'hommes à la fin de la guerre fut une pièce pertinente de l'effort de reconstruction. Les prisonniers de Stalingrad et d'autres batailles du front oriental travaillèrent à la reconstruction de Stalingrad elle-même, ce qui a une charge symbolique évidente. Ils travaillèrent à la reconstruction de Kharkiv, Kiev, Moscou, Leningrad. Ils construisirent des chemins de fer dans les Ourals et en Sibérie. Ils travaillèrent dans les mines de charbon du Donbass et dans les mines de cuivre des Ourals. Ils participèrent à la construction du canal Volga-Don, inauguré en 1952. Les ingénieurs allemands capturés, particulièrement ceux ayant une formation technique spécialisée, furent utilisés de manière plus sophistiquée. Certains travaillèrent dans des laboratoires et centres de recherche soviétiques, notamment dans le développement d'armements. Le programme soviétique de missiles balistiques, qui utilisait la technologie et, en partie, du personnel technique allemand capturé, fut l'exemple le plus connu, bien que le gros des spécialistes employés dans ce programme provenaient de la zone occupée de l'Allemagne et non directement des camps de prisonniers de guerre. Les conditions de travail variaient selon le type de travail, la localisation et la période. En général, les conditions s'améliorèrent progressivement de l'extrême de 1943 à 1944 à mesure que la guerre prit fin et que l'économie soviétique se stabilisa. Le calcul soviétique était clair, un prisonnier mort ne produisait pas. Le maintenir vivant et productif à long terme était plus rentable que de l'exploiter jusqu'à la mort en quelques mois. Ce calcul brutal, qui n'était pas de la compassion mais de la gestion des ressources, explique en partie la baisse de la mortalité dans les camps après 1944. Cependant, les conditions restèrent difficiles pour des raisons structurelles qui ne dépendaient pas de la volonté des autorités du camp. La pénurie générale de nourriture en Union soviétique d'après-guerre signifiait que les rations pour les prisonniers étaient limitées non pas par cruauté délibérée, mais parce que les soviétiques eux-mêmes avaient faim. Les vêtements chauds appropriés étaient rares. Les installations médicales étaient primitives. La tuberculose, qui était devenue endémique dans les camps, continua à tuer des prisonniers des années après la fin de la guerre. Le travail de reconstruction a laissé des traces physiques qui perdurent aujourd'hui. De nombreux bâtiments des villes soviétiques levés ou reconstruits entre 1945 et 1955 ont été construits partiellement par des mains allemandes. Certains des ponts, routes et bâtiments industriels du Don et de la Volga ont dans leur histoire le travail d'hommes qui étaient venus conquérir ce territoire et ont finalement reconstruit ce qu'ils avaient détruit. Les Soviétiques ne se limitèrent pas à exploiter le travail physique des prisonniers. Ils avaient aussi un projet politique de plus long terme, transformer idéologiquement une fraction de ces hommes pour les utiliser dans la construction du nouvel ordre allemand qu'ils planifiaient d'instaurer dans la zone de l'Allemagne, qui resterait sous leur influence à la fin de la guerre. Le programme de rééducation politique dans les camps fut organisé systématiquement par le NK5D, avec l'avis des exilés communistes allemands qui opéraient à Moscou, dont Walter Ulbricht, qui deviendrait le chef de la République démocratique allemande. Le programme commença modestement pendant la guerre et s'intensifia énormément après 1945, quand il devint clair que la division de l'Allemagne en zone d'occupation était une réalité durable. Les cours d'endoctrinement étaient obligatoires dans de nombreux camps. Les contenus incluaient l'histoire du mouvement ouvrier, l'analyse marxiste du fascisme, la critique du militarisme allemand et la présentation du système soviétique comme le modèle de l'avenir. Les prisonniers qui montraient une réceptivité à l'endoctrinement recevaient des avantages matériels, meilleures rations, travail moins épuisant, possibilité d'accès à plus d'informations, voire possibilité de correspondance avec des proches. Ceux qui résistaient activement pouvaient être marqués comme des éléments hostiles et souffrir des conséquences dans leurs conditions de vie. L'efficacité réelle du programme fut un sujet de débat à l'époque, comme parmi les historiens ultérieurs. Une partie des prisonniers qui ont suivi ces cours les ont absorbés avec une conviction suffisante, ou du moins avec une aptitude suffisante à l'adaptation pour devenir des cadres du Parti socialiste unifié d'Allemagne, ou SED, en revenant dans la zone d'occupation soviétique. D'autres les ont traversés avec du cynisme et sont retournés en Allemagne sans avoir modifié leur position de façon significative.
Beaucoup ont simplement compartimenté l'expérience de la captivité comme une période d'anormalité qui n'a pas altéré leurs identités politiques antérieures. L'un des aspects les plus enquêtés de ce processus est la relation entre l'expérience de captivité et les trajectoires politiques ultérieures des prisonniers. Les études menées dans l'Allemagne réunifiée suite à l'ouverture des archives soviétiques et du bloc de l'Est ont montré qu'une fraction clairement identifiable des fonctionnaires de la République démocratique allemande au cours de ces premières décennies étaient d'anciens prisonniers de guerre qui avaient suivi les programmes de rééducation soviétiques. Ce n'était pas la majorité, ni même nécessairement la partie la plus influente, mais la corrélation était statistiquement significative. La dénazification soviétique avait ses paradoxes internes. Les mêmes hommes qui administraient le processus avaient construit un système de terreur d'État qui, dans ses méthodes, se différenciait du nazisme pour des raisons idéologiques, mais pas nécessairement dans sa disposition à utiliser la violence comme outil de transformation sociale. Certains des commissaires politiques soviétiques qui dirigeaient la rééducation dans les camps avaient eux-mêmes passé par le goulag sous Staline avant la guerre. Tous les prisonniers de guerre allemands en Union soviétique ne furent pas traités exclusivement comme des travailleurs ou comme des objets de propagande. Une partie d'entre eux fut soumise à des procédures judiciaires formelles pour crimes de guerre commis pendant l'occupation allemande du territoire soviétique. L'Armée rouge avait documenté, lors de son avance vers l'ouest, les traces de l'occupation allemande, les villages rasés, les fosses communes de civils exécutés, les camps d'extermination itinérants des Einsatzgruppen des SS, les hôpitaux de campagne soviétiques détruits avec leurs patients à l'intérieur, les prisonniers de guerre soviétiques morts de faim délibérée. Le pourcentage de mortalité des prisonniers de guerre soviétiques aux mains des Allemands, estimé à environ 57% du total capturé, 3,3 millions sur 5,7 millions, était suffisant pour justifier des accusations massives de crimes de guerre. Les premiers procès formels se sont déroulés à Krasnodar en juillet 1943, à peine quelques mois après Stalingrad, avant même que les alliés occidentaux ne commencent à planifier les procès de Nuremberg. 8 citoyens soviétiques accusés de collaboration avec les Allemands et 3 Allemands capturés ont été jugés pour des crimes commis pendant l'occupation. La condamnation de tous les accusés et l'exécution publique de plusieurs d'entre eux a été suivie par un public massif. Le procès a été télévisé, l'un des premiers de l'histoire, et la ville a assisté en nombre au spectacle de la justice. Après la guerre, les procès soviétiques pour crimes de guerre acquirent une plus grande ampleur et systématicité. Le processus le plus notable parmi les capturés de Stalingrad fut le procès de 12 généraux allemands tenus à Moscou entre octobre et novembre 1947. Les accusés, dont plusieurs des généraux capturés dans le Kessel, ont été jugés sous l'accusation de crimes de guerre commis pendant la campagne en Union soviétique. Les condamnations ont varié entre 25 ans de travaux forcés et la condamnation à mort, bien que le tribunal n'ait pas imposé cette dernière dans la majorité des cas, se différenciant des procès staliniens ordinaires, en ce que les accusés étaient des étrangers d'un profil international élevé. La relation entre ces procès et les normes du droit international fut complexe. Les procédures soviétiques ne respectaient pas les garanties procédurales que les alliés occidentaux codifiaient simultanément à Nuremberg. Les accusés avaient un accès limité à une défense efficace, la présentation des preuves suivait des normes différentes, et la ligne entre crimes réels documentés et l'exploitation propagandiste des procédures était fréquemment floue. Cependant, beaucoup des faits pour lesquels ces officiers ont été condamnés étaient historiquement réels. L'extermination délibérée de prisonniers soviétiques, la destruction systématique de villages, la participation à des opérations de représailles contre les civils. Le général Erich Busch, le général Hans-Georg Reinhardt et plusieurs autres ont été jugés et condamnés dans des procédures de ce type. Certains sont morts dans les camps avant de terminer leur condamnation ou même avant d'être jugés. D'autres ont purgé des condamnations partielles avant d'être libérés dans les années 50. Les morts dans les camps, les libérations et le mystère statistique. La statistique centrale de la captivité des prisonniers de Stalingrad, les quelques 6 000 survivants sur 91 000 capturés, exige une analyse plus détaillée des mécanismes spécifiques de mortalité. Ils ne moururent pas tous de la même façon ni à la même période, et la distribution temporelle et causale des décès révèle quelque chose d'important sur la nature du système qui les tua.
La période de mortalité la plus élevée fut, de loin, l'hiver 1943. Les estimations les plus conservatrices situent à 35 000 le nombre de prisonniers morts au cours des 3 premiers mois de captivité, entre février et avril 1943. Certaines estimations plus élevées atteignent 45 000. En tout état de cause, entre la moitié et un peu plus de la moitié de tous ceux qui moururent en captivité le firent durant ces premières semaines, avant même d'atteindre les camps permanents. Les causes de ces décès précoces sont attribuables, pour une part significative, aux conditions dans lesquelles les prisonniers eux-mêmes arrivèrent en captivité. Beaucoup se trouvaient dans des états d'inanition avancés après des mois de rationnement insuffisant dans le Kessel. Leurs organismes disposaient d'une réserve physiologique minimale pour faire face au choc du transfert forcé, au froid extrême et à l'absence de nourriture. Le syndrome de renutrition, connu aujourd'hui des médecins qui travaillent avec des victimes de famine sévère, fut probablement responsable de nombreux décès dans les premiers jours, des corps qui ne pouvaient pas traiter la nourriture en toute sécurité lorsqu'elle arrivait après une inanition prolongée. La dysenterie fut la grande maladie de la captivité. Elle se transmit rapidement dans les conditions de surpeuplement des camps de transit et devint endémique dans les camps permanents pendant des années. Les prisonniers, dans l'état d'affaiblissement qu'ils présentaient, devenaient vulnérables aux infections bactériennes qu'un organisme bien nourri aurait contrôlées sans peine. La déshydratation provoquée par la dysenterie, combinée à la dénutrition, pouvait tuer en quelques jours. Le typhus, transmis par les poux qui infestaient presque tous les prisonniers, provoqua des épidémies périodiques dévastatrices, notamment en 1943 et 1944. Les poux de corps sont des vecteurs efficaces du bacille Rickettsia prowazekii, et le typhus de guerre, également appelé typhus exanthématique, provoquait une forte fièvre, une éruption cutanée caractéristique et une mortalité qui, dans les populations sans traitement, pouvait dépasser 40%. La pénicilline et les antibiotiques, qui auraient été efficaces contre les complications bactériennes secondaires, n'étaient pas disponibles en quantité suffisante dans les camps soviétiques. La tuberculose devint le tueur à moyen et long terme. La bactérie Mycobacterium tuberculosis prospère dans les conditions de surpeuplement, de malnutrition et d'exposition au froid qui caractérisaient les camps. La maladie progresse lentement dans ses premières étapes, ce qui la rendait difficile à identifier tôt et peut être invalidante pendant des mois avant de s'avérer fatale. De nombreux prisonniers qui survécurent aux premières années de captivité moururent de tuberculose en 1946, 1947 ou même plus tard. Les accidents du travail constituèrent une autre cause de mortalité significative, bien que moindre. Le travail dans les mines, dans la construction et dans l'industrie lourde génère des accidents dans tout système, mais la probabilité se multiplie lorsque les travailleurs sont affaiblis, travaillent sans équipement de protection adéquate et sous pression de rendement. Le travail dans les mines de charbon du Donbass fut particulièrement dangereux. Les effondrements, les accidents avec les machines et l'exposition au gaz minier causèrent un nombre documenté de décès parmi les prisonniers affectés à ces travaux. La violence directe, c'est-à-dire les exécutions et les homicides de prisonniers par des gardiens ou d'autres prisonniers, exista, mais fut quantitativement bien moins importante que la mortalité par maladie et par la faim. Les exécutions formelles de prisonniers pour tentative d'évasion, actes de résistance ou autres infractions aux règles du camp sont documentées dans les registres soviétiques, mais ces chiffres ne sont pas ceux qui déterminent la statistique globale de mortalité. Le système n'avait pas besoin de tuer directement. Les conditions de vie produisaient la mort avec une efficacité suffisante. Le retour des prisonniers de guerre allemands en Allemagne ne s'effectua pas en un moment unique, mais en une série de vagues échelonnées sur plus d'une décennie, chacune conditionnée par l'état des relations entre l'Union soviétique et les Allemagnes qui avaient émergé de la guerre. La première vague, modeste, eut lieu entre 1945 et 1946, lorsque les Soviétiques libérèrent les prisonniers les plus gravement malades, ceux dont l'état physique était si dégradé que leur utilité comme force de travail était minimale ou nulle. Le critère n'était pas humanitaire mais strictement pratique. Maintenir dans les camps des hommes incapables de travailler et nécessitant des soins médicaux représentait un coût sans contrepartie productive. Ces premiers libérés rentrèrent en Allemagne dans un état physique qui frappa profondément leurs familles et l'opinion publique. Des squelettes vivants
qui rappelait à peine les hommes partis des années auparavant. La deuxième vague, plus significative, se produisit entre 1947 et 1950, lorsque les Soviétiques libérèrent la majorité des prisonniers ordinaires, soldats et sous-officiers, qui n'étaient pas considérés comme présentant un intérêt particulier pour le programme de rééducation et ne faisaient pas l'objet de procédures judiciaires pour crimes de guerre. Cette libération coïncida avec le durcissement de la guerre froide et reflétait en partie le calcul soviétique selon lequel maintenir un nombre considérable de prisonniers dans les camps était en train de devenir un fardeau diplomatique et économique plutôt qu'un atout. Cependant, une catégorie de prisonniers fut retenue plus longtemps, ceux condamnés lors de procès pour crimes de guerre. Les Soviétiques estimaient que cette catégorie n'était pas soumise au rapatriement, mais devait purger ses peines. Beaucoup de ces hommes restèrent dans les camps jusqu'au début des années 50, avec des condamnations qui, en théorie, devaient s'étendre sur des décennies. Le tournant le plus significatif survint en septembre 1955, lorsque le chancelier de la République fédérale d'Allemagne, Konrad Adenauer, se rendit à Moscou lors de la première visite officielle d'un dirigeant du gouvernement allemand en Union soviétique depuis la fin de la guerre. L'objectif principal du voyage était de négocier l'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays, mais la question des prisonniers de guerre fut l'axe émotionnel central des conversations. Adenauer arriva à Moscou en sachant que plusieurs milliers d'Allemands étaient encore retenus dans des camps soviétiques, pour la plupart sous la catégorie de condamnés pour crimes de guerre, mais dans des conditions que les Allemands eux-mêmes considéraient comme politiquement motivées. Les négociations furent difficiles. Khrouchtchev, qui avait succédé à Staline 2 ans auparavant et amorçait son propre processus de dégel, avait besoin de la reconnaissance diplomatique qu'impliquait l'établissement de relations avec Bonn. Adenauer, de son côté, avait besoin de pouvoir présenter à l'opinion publique allemande un résultat concret justifiant la normalisation avec Moscou. L'accord qui émergea des conversations inclut l'engagement soviétique de rapatrier les prisonniers allemands encore présents dans les camps. Dans les mois suivants, entre octobre 1955 et janvier 1956, environ 9626 prisonniers de guerre allemands arrivèrent en Allemagne de l'Ouest. La plupart d'entre eux n'avaient pas été dans les camps depuis Stalingrad. C'étaient des survivants d'autres batailles, des prisonniers capturés en 1944 et 1945. Mais parmi eux se trouvaient les derniers survivants de la 6e armée qui étaient restés dans les camps plus de 12 ans. L'arrivée des derniers prisonniers à la gare de Friedland, en Basse-Saxe, point de réception établi pour les rapatriés de l'Est, fut l'un des moments les plus chargés de l'histoire de l'Allemagne d'après-guerre. Les images d'hommes vieillis prématurément, dont beaucoup étaient malades et désorientés, étreignant des familles qui avaient reconstruit leur vie sans eux, ou ne trouvant personne car leurs familles avaient disparu dans la tourmente de la guerre et des déplacements, circulèrent dans toute la presse allemande et s'inscrivirent dans la mémoire collective du pays. Paulus ne rentra pas en Allemagne de l'Ouest. Demeurant dans la zone d'occupation soviétique, il fut transféré en 1953 en République démocratique allemande, où il vécut jusqu'à sa mort en février 1957, exactement 14 ans après la chute du dernier réduit de Stalingrad. Il passa ses dernières années à Dresde, à rédiger des mémoires, à donner quelques conférences et à maintenir un profil discret sous le gouvernement d'Ulbricht. Le paradoxe de sa situation, le maréchal du Reich devenu citoyen distingué de l'Allemagne communiste, ne cessa jamais de l'accompagner. L'un des aspects les plus troublants du destin des prisonniers de Stalingrad est précisément la difficulté à établir des chiffres définitifs, même 80 ans après les faits. L'histoire dispose de sources abondantes, d'archives partiellement déclassifiées, de témoignages de survivants et de décennies de recherches académiques rigoureuses. Et pourtant, les chiffres ne concordent pas tout à fait. Le problème commence au moment même de la capture. Les registres soviétiques des premières semaines sont incomplets et, dans de nombreux cas, contradictoires. Les Allemands qui se rendirent le firent en groupes dispersés, en différents points, face à différentes unités de l'armée rouge. Le chaos du processus de capture, combiné aux conditions d'hiver extrêmes, rendait difficile tout enregistrement systématique. Certains prisonniers moururent avant d'être formellement enregistrés. D'autres furent enregistrés plus d'une fois en différents points de la chaîne de transfert.
Les chiffres qui apparaissent dans les différents rapports du NKVD pour la période de février à avril 1943 présentent des variations qui, prises ensemble, atteignent plusieurs milliers de personnes. L'historien allemand Rüdiger Overmans, dans son ouvrage Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg, publié en 1999 et fondé sur des décennies de travail systématique avec les archives de la Deutsche Dienststelle, l'agence allemande de documentation des pertes militaires, et avec les registres soviétiques disponibles, conclut que le nombre de survivants rentrés en Allemagne était d'environ 6 000 sur un total de 90 000 à 95 000 capturés. Ce chiffre est largement accepté par l'historiographie actuelle, mais Overmans prit également soin de souligner les marges d'incertitude qui persistent. Une partie du problème réside dans la multiplicité des sources aux intérêts divergents. Les registres soviétiques du NKVD furent produits par un système bureaucratique qui avait des incitations à sous-enregistrer les décès susceptibles d'impliquer des responsabilités et à maintenir des registres organisés de façon opaque. Les registres allemands d'après-guerre furent compilés à partir de déclarations de survivants, de correspondances avec des familles et de documents capturés, avec toutes les limitations que cela implique. Les deux séries de données n'ont pu être entièrement conciliées dans aucune étude. Il existe en outre une catégorie spécifiquement problématique, les hommes capturés à Stalingrad, qui ne furent jamais formellement enregistrés par aucun des deux systèmes et qui disparurent simplement. Certains moururent dans les premières heures sans que personne n'en prît note. D'autres purent se mêler aux populations civiles soviétiques, situation documentée bien que marginale. Un nombre indéterminé fut sommairement exécuté par des troupes soviétiques dans la confusion des premières heures de la reddition, ce que les registres soviétiques eux-mêmes laissent entendre en certains endroits, sans toutefois le documenter de façon systématique. L'Allemagne d'après-guerre créa en 1946 la Deutsche Dienststelle, mieux connue sous le sigle WAST, spécifiquement pour tenter de retracer le destin des soldats allemands tombés ou disparus pendant la guerre. Cette institution, qui exista jusqu'à sa fusion avec le Bundesarchiv en 2019, traita des millions de requêtes de familles à la recherche de leurs proches. Dans le cas de Stalingrad, une fraction notable des disparus enregistrés par cette institution ne put jamais être identifiée avec certitude comme décédés. Ils s'évaporèrent simplement des registres. Pas en grand nombre, mais suffisamment pour maintenir une couche d'incertitude qui alimenta pendant des années l'espoir impossible de nombreuses familles. Cette incertitude eut des conséquences concrètes dans la société allemande d'après-guerre. Certaines femmes ne se remarièrent pas pendant des années, attendant un retour qui ne vint jamais. Certains enfants grandirent sans savoir avec certitude si leur père était vivant ou mort. L'Église catholique allemande ne pouvait déclarer la mort présumée d'un homme sans preuve documentaire suffisante, ce qui créait des situations juridiques et personnelles d'une complexité notable. Les derniers prisonniers, arrivés en 1955 à 1956, apportèrent avec eux des récits de compagnons morts qui mirent enfin un point final à certaines de ces histoires en suspens. Le destin des généraux et l'après-guerre allemand. Les 24 généraux qui se rendirent à Stalingrad suivirent des trajectoires individuelles qui illustrent la diversité des destins possibles au sein d'un même système. Les retracer individuellement est aussi une façon d'humaniser une histoire qui, à son échelle macroscopique, tend à absorber les individualités. Friedrich Paulus, le commandant suprême de la 6e armée et maréchal du Reich, fut le plus éminent d'entre eux. Après avoir refusé le suicide et s'être rendu le 31 janvier 1943, il passa des années dans des installations soviétiques de niveau relativement élevé. Il collabora avec les soviétiques de façon qui incluait des analyses d'opérations militaires, mais qui restèrent relativement limitées jusqu'en 1944. Après l'attentat manqué contre Hitler du 20 juillet 1944, il signa l'appel à la reddition et s'aligna plus clairement sur les positions du Comité national. À la fin de la guerre, il fut transféré en RDA, où il vécut à Dresde jusqu'à sa mort en 1957. Ses mémoires, publiées à titre posthume, constituent un document d'une remarquable complexité psychologique. Walter von Seydlitz-Kurzbach fut le plus politiquement actif des généraux capturés. Devenu président de la Ligue des officiers allemands et membre éminent du Comité national pour une Allemagne libre,
Son engagement envers la cause soviétique fut suffisamment visible pour qu'un tribunal allemand le condamne à mort par contumace pour trahison en 1944, condamnation annulée en 1956. Il espérait que sa collaboration avec les soviétiques garantirait sa libération anticipée, mais il fut jugé en 1950 sous des chefs d'accusation de crimes de guerre et condamné à 25 ans. Il fut libéré et rapatrié en Allemagne de l'Ouest en 1955. Le reste de sa vie, il le consacra en partie à tenter de démontrer que sa collaboration avec les soviétiques avait été motivée par la résistance au nazisme et en partie à réclamer une compensation pour ce qu'il considérait comme une promesse soviétique non tenue. Hans Valentin Hüby, général de Panzer qui avait été l'un des commandants les plus capables de la 6e armée, fut évacué du Kessel avant la reddition finale sur ordre direct de Hitler, qui souhaitait préserver son talent pour de futures opérations. Cela l'exclut du groupe des capturés sans pour autant le mettre à l'abri de la guerre. Il mourut dans un accident d'aviation en avril 1944. Le général Arthur Schmidt, chef d'état-major de la 6e armée et l'un des hommes qui influença le plus Paulus pour ne pas se rendre plus tôt, fut capturé aux côtés du maréchal. Il fut l'un des plus résistants à toute forme de collaboration avec les soviétiques et fut jugé lors du procès des 12 généraux en 1947, étant condamné à 25 ans. Il fut libéré en 1955 et rentra en Allemagne de l'Ouest, où il vécut jusqu'en 1987, refusant presque en toutes occasions de s'exprimer publiquement sur son expérience. Le général Moritz von Dreber fut capturé gravement malade et mourut en captivité en 1943, à peine quelques mois après la reddition, étant l'un des généraux qui ne survécut pas pour voir la fin de la guerre. Le général Alexander Edler von Daniels fut l'un des condamnés lors du procès de 1947, avec toutefois une peine de 10 ans qu'il purgea partiellement avant d'être libéré dans les années 50. Ces trajectoires individuelles illustrent que même au sein du groupe privilégié des généraux, l'éventail des destins fut large. De la mort précoce à la longue survie, de la collaboration active à la résistance systématique, du retour en tant que figure reconnue au repli dans l'anonymat délibéré. Le retour des derniers prisonniers en 1955 à 1956 ne referma pas la question de Stalingrad dans la mémoire allemande. Il l'ouvrit, en fait, sur de nouvelles dimensions qui révèlent la façon dont les sociétés traitent traumatiquement leurs défaites militaires et leur complicité collective. Dans l'Allemagne de l'Ouest des années 50, le retour des prisonniers s'inséra dans un contexte politique spécifique. Le gouvernement d'Adenauer avait besoin de construire un récit de la guerre permettant de réintégrer les anciens soldats dans la société, de légitimer le réarmement allemand au sein de l'OTAN tout en se distançant du nazisme. La solution à cette quadrature du cercle passa en partie par la construction d'une image des soldats du front oriental comme des victimes. Des hommes ordinaires pris au piège d'une guerre étrangère à leurs convictions personnelles et trahis par une direction politique criminelle. Stalingrad devint le symbole central de ce récit. L'image de la 6e armée encerclée, privée de ravitaillement, sacrifiée par l'insistance délirante de Hitler à ne pas se retirer, résonnait avec le besoin d'un récit dans lequel les soldats seraient des victimes du nazisme et non ses exécuteurs. Cette représentation avait des bases réelles. Les hommes de la 6e armée furent bel et bien abandonnés par une direction qui choisit le symbole au détriment de leur vie. Mais elle simplifiait aussi drastiquement une réalité dans laquelle ces mêmes hommes avaient participé à la guerre d'extermination du front oriental. La littérature fut le premier domaine dans lequel cette mémoire commença à s'élaborer. L'armée trahie de Heinrich Gerlach, paru en 1957, la reconstruction de Théodore Plivier dans son roman Stalingrad de 1945, publié d'abord dans la zone soviétique, les mémoires de survivants comme Hans Diebold ou Benno Zisser établirent un canon littéraire de l'expérience de Stalingrad qui influença la façon dont les Allemands comprirent cette bataille pendant des décennies. En Allemagne de l'Est, le récit officiel fut radicalement différent. Pour la RDA, Stalingrad était le tournant où les antifascistes allemands, représentés par les membres du Comité national, commencèrent à construire l'alternative au nazisme qui donnerait naissance à l'État socialiste. La participation des généraux au Comité national fut présentée comme un précédent héroïque. L'expérience des prisonniers ordinaires dans les camps soviétiques fut passée sous silence ou minimisée, car la reconnaître aurait impliqué de critiquer l'allié soviétique.
L'historiographie académique commença à remettre en question ces deux récits à partir des années 60 et 70, lorsqu'une génération d'historiens allemands plus jeunes, influencés par le débat sur la culpabilité collective et par le procès d'Auschwitz de Francfort, tenu entre 1963 et 1965, commença à examiner de façon plus critique la complicité de la Wehrmacht dans les crimes du régime. L'exposition Verbrechen der Wehrmacht, soit Crimes de la Wehrmacht, organisée par l'Institut d'histoire sociale de Hambourg et présentée entre 1995 et 1999, provoqua l'un des débats publics les plus intenses de l'Allemagne d'après-guerre, en documentant la participation active de l'armée régulière aux crimes de guerre. Stalingrad, en tant que plus grand cimetière symbolique de la Wehrmacht, occupa une place centrale dans ce débat. L'ouverture des archives soviétiques après 1991 apporta une nouvelle dimension à la recherche. Les documents du NKVD sur les camps de prisonniers de guerre, accessibles depuis lors avec différents degrés de restriction, permirent de vérifier certaines des affirmations des survivants, d'en réfuter d'autres et d'établir avec plus de précision les chiffres de mortalité qui, pendant des décennies, avaient dépendu presque exclusivement d'estimations indirectes. Le destin des alliés de l'Axe et ceux qui revinrent. Parmi les 91 000 capturés à Stalingrad, tous n'étaient pas allemands. La 6e armée comptait également des unités des nations alliées de l'Axe qui avaient combattu aux côtés de l'Allemagne sur le front oriental, bien que la majeure partie des troupes italiennes, roumaines et hongroises aient été anéanties au combat ou capturées séparément avant la reddition finale. Les Roumains capturés dans l'orbite de Stalingrad et de ses environs présentent un cas particulièrement intéressant. La Roumanie changea de camp en août 1944 et signa l'armistice avec les Alliés, ce qui créa une situation paradoxale pour les prisonniers roumains dans les camps soviétiques. Ils avaient combattu comme alliés de l'Allemagne, mais appartenaient désormais à un pays qui était formellement un allié des vainqueurs. Les Soviétiques gérèrent cette situation avec pragmatisme. Ils commencèrent à libérer les prisonniers roumains plutôt que les Allemands, les utilisant partiellement comme matériaux de construction politique pour le nouveau régime communiste qui s'installait à Bucarest. Les Hongrois connurent un processus similaire, quoique plus tardif. La Hongrie tenta à plusieurs reprises de négocier un armistice avec les alliés occidentaux au cours de 1944, mais sa position géographique et la présence de l'armée allemande sur son territoire firent échouer les négociations ou les rendirent caduques. Les prisonniers hongrois en Union soviétique eurent des conditions de captivité comparables à celles des Allemands, avec une mortalité tout aussi élevée dans les premières années, et commencèrent à être rapatriés par vagues à partir de 1947. Les Italiens capturés sur le front oriental, appartenant pour la plupart à la 8e armée italienne qui avait combattu au nord du secteur de Stalingrad, subirent une situation comparable à celle des Allemands en termes de conditions de captivité, avec en plus la variable de l'armistice italien de septembre 1943. La situation politique de l'Italie dans la période 1943 à 1945, divisée entre le Royaume du Sud allié avec les Alliés et la République sociale italienne de Mussolini au nord sous contrôle allemand, compliqua le traitement des prisonniers italiens dans les camps soviétiques, qui furent classés de différentes façons selon les circonstances et la période. Les quelques 6 000 hommes qui rentrèrent en Allemagne après des années dans les camps soviétiques ne trouvèrent pas un retour facile. L'Allemagne à laquelle ils revenaient avait profondément changé, et eux aussi. Les familles auxquelles ils rentraient, dans les cas où elles existaient encore, avaient reconstruit leur vie en leur absence. Les épouses qui les avaient attendues avaient vieilli d'une décennie ou davantage. Beaucoup avaient dû élever seuls des enfants qui ne se souvenaient plus de leur père. Certaines s'étaient remariées, se croyant veuves. D'autres étaient mortes. Certains des fils aînés avaient également combattu dans la guerre et n'étaient pas rentrés. La texture des relations personnelles était, dans la plupart des cas, irréparablement altérée. Les survivants eux-mêmes arrivaient avec un bagage psychologique que le langage clinique actuel identifierait sans peine comme un trouble de stress post-traumatique sévère, bien que ce diagnostic n'existât pas sous cette forme dans la médecine des années 50. Les souvenirs des années dans les camps, la mort des camarades, le travail forcé, les interrogatoires et l'expérience accumulée d'une privation qui s'était étendue sur plus d'une décennie produisaient des comportements que leurs familles ne pouvaient fréquemment ni comprendre ni gérer.
De nombreux survivants manifestèrent une caractéristique que les chercheurs spécialisés en traumatologie identifièrent de façon répétée, l'incapacité ou la réticence à parler de ce qu'ils avaient vécu. Le silence avait été une réponse de survie devenue habituelle dans les camps, où parler pouvait être dangereux, et il persista pendant des années ou des décennies après le retour. Les enfants de ces hommes, qui font partie de ce qu'on appelle en Allemagne la deuxième génération de la guerre, décrivirent dans bien des cas le poids de ce silence et ses effets sur la dynamique familiale. La réintégration professionnelle et sociale fut un autre défi. Les survivants les plus jeunes, qui étaient entrés dans l'armée à 18 ou 20 ans et revenaient à 30 ou 35 ans, avaient perdu les années formatrices de leur vie adulte. Éducation, carrière, possibilités économiques. La République fédérale allemande créa des mécanismes de compensation économique pour les anciens prisonniers de guerre, incluant la prise en compte des années de captivité dans le calcul des pensions, mais la réintégration ne fut jamais automatique ni simple. Les survivants qui rentrèrent via la République démocratique allemande, moins nombreux mais existants, trouvèrent un contexte politique différent. L'État de la RDA attendait d'eux, selon leur parcours dans les camps, qu'ils confirment le récit de l'antifascisme et du rôle positif de l'Union soviétique. Ceux qui avaient participé au programme de rééducation bénéficiaient d'une certaine facilité d'intégration dans les structures du parti. Ceux qui n'avaient pas collaboré se trouvaient dans une position inconfortable. Les dernières voix directes des survivants de Stalingrad s'éteignirent dans les années 1990 et 2000. Le 90e anniversaire de la fin de la bataille, en 2033, ne comptera déjà plus aucun témoin direct en vie. Ce qui reste est ce qui reste toujours lorsque les témoins disparaissent. Les documents, les archives, les livres, les films et les débats académiques sur ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est passé et ce que cela signifie. La science dans les camps et l'utilisation politique des prisonniers. Parmi les prisonniers de Stalingrad se trouvait une catégorie professionnelle qui occupa une place singulière au sein du système des camps, les médecins. La 6e armée comptait du personnel sanitaire dans une proportion raisonnablement standard pour les armées de l'époque et plusieurs centaines de médecins militaires allemands se trouvèrent parmi les capturés. Leur situation fut immédiatement différente de celle des autres. Les camps soviétiques souffraient d'une pénurie chronique de personnel médical qualifié, et les prisonniers ayant une formation médicale constituaient une ressource que le système ne pouvait se permettre de gaspiller entièrement. De nombreux médecins allemands furent affectés à travailler dans les camps eux-mêmes, soignant leurs camarades prisonniers sous la supervision de médecins soviétiques. Cette fonction les protégeait partiellement du travail physique épuisant qui tuait tant d'autres, sans pour autant les soustraire aux conditions générales de privation. Le médecin Hans Diebold, originaire de Vienne, est le cas le mieux documenté. Diebold arriva dans les camps avec son titre de docteur en médecine et l'expérience pratique du service sur le front. Dans les camps du Volga, il soigna des malades avec les ressources quasi nulles que le système mettait à disposition, improvisant des traitements avec des matériaux qui auraient été jetés dans n'importe quel hôpital européen de l'époque. Son livre « Arzt in Stalingrad », publié en 1949, est l'un des documents cliniques les plus détaillés sur la mortalité dans les camps et sur la nature des maladies qui tuèrent les prisonniers. Diebold décrivit avec précision le syndrome d'inanition avancée que présentaient les capturés à leur arrivée. La perte de masse musculaire jusqu'au point où le corps commence à cataboliser le tissu cardiaque, l'apathie extrême qui était à la fois un symptôme neurologique de l'inanition et une réponse psychologique adaptative, l'œdème de famine qui produisait un gonflement paradoxal des membres chez des personnes mourant littéralement de faim. Il décrivit également le problème de la renutrition. Lorsqu'un peu de nourriture arrivait, l'administrer trop rapidement à un organisme en état d'inanition sévère pouvait provoquer une défaillance cardiaque par déséquilibre électrolytique. D'autres médecins allemands travaillèrent dans des conditions similaires dans des camps d'autres régions. Le camp de Yelabuga, dans l'Oural, qui abrita un nombre significatif de prisonniers de Stalingrad, disposa pendant un temps d'un système infirmier relativement organisé grâce à la présence de plusieurs médecins allemands que le système soviétique employa pour gérer les épidémies endémiques de typhus et de dysenterie. La capacité de ces hommes à produire des résultats thérapeutiques utiles avec les moyens disponibles était extraordinairement limitée, mais leur présence eut aussi l'effet de maintenir une certaine rationalité organisationnelle dans des situations qui tendaient vers le chaos.
L'interaction entre les médecins allemands et les médecins militaires soviétiques qui supervisaient les camps produisit des échanges professionnels que les participants eux-mêmes décrivirent comme l'un des aspects les plus étranges de leur expérience. Des médecins formés dans des traditions scientifiques partageant des racines européennes communes, séparés par une guerre d'extermination, discutant de protocoles de traitement pour des maladies infectieuses dans une langue que les Allemands ne maîtrisaient qu'à peine de façon rudimentaire. Certains de ces contacts furent purement fonctionnels, d'autres laissèrent des traces de quelque chose de plus proche du respect professionnel. La question de l'expérimentation médicale dans les camps soviétiques sur des prisonniers allemands est un domaine de recherche sensible et partiellement documenté. Les archives du NKVD contiennent des références à des études cliniques menées sur des populations de prisonniers, principalement liées aux maladies infectieuses et aux effets physiologiques du travail dans des conditions extrêmes. L'état de la recherche ne permet pas d'affirmer qu'il existait un programme systématique d'expérimentation médicale comparable à celui que les SS menèrent dans les camps de concentration allemands. Mais il ne permet pas non plus d'exclure que des prisonniers individuels aient été utilisés comme sujet de recherche sans leur consentement dans des contextes spécifiques. Ce qui est en revanche documenté, c'est que les informations médicales accumulées dans les camps soviétiques sur les effets de la famine sévère et de l'exposition prolongée au froid extrême furent ensuite utilisées dans des recherches scientifiques soviétiques sur la physiologie du stress environnemental. Les prisonniers de Stalingrad furent, entre autres choses, une population d'études involontaires pour les physiologistes du système qui les maintenait en captivité. L'histoire des prisonniers de Stalingrad ne s'acheva pas avec leur retour en Allemagne. Elle continua d'être instrumentalisée politiquement tout au long de la guerre froide, de façon qui révèle comment les États utilisent les traumatismes historiques comme outil de légitimation ou de pression diplomatique. L'Union soviétique employa la question des prisonniers allemands comme levier diplomatique aux multiples usages durant les années 40 et 50. La rétention d'hommes classifiés comme criminels de guerre était présentable sur la scène internationale comme exercice de justice. Mais la réalité expliquant pourquoi certains hommes étaient libérés et d'autres retenus répondait fréquemment à des critères politiques plutôt que juridiques. La disponibilité d'un prisonnier comme instrument de pression dans une négociation précise, son utilité pour le programme de construction de l'État allemand oriental, sa capacité à fournir des informations de renseignement. Le cas des généraux qui participèrent au Comité national pour une Allemagne libre illustre cette instrumentalisation avec une clarté particulière. Walter von Seydlitz-Kurzbach, qui avait été l'un des collaborateurs les plus actifs des Soviétiques pendant la guerre, ne fut pas libéré avec les premiers prisonniers, mais jugé et condamné en 1950. Sa condamnation intervint précisément au moment où il avait cessé d'être un instrument actif de propagande et où le durcissement de la guerre froide rendait opportun pour les Soviétiques de classer les Allemands en termes plus simples. La promesse implicite selon laquelle la collaboration garantirait un traitement favorable fut, du point de vue de von Seydlitz, non tenue. Du côté de l'Allemagne de l'Ouest, la question des prisonniers fut pendant des années l'une des armes les plus efficaces de la politique intérieure. L'image du soldat allemand retenu injustement en Sibérie pendant que la nouvelle Allemagne se reconstruisait faisait appel à une combinaison de culpabilité collective et de victimisation qui mobilisait électoralement. Le Verband der Heimkehrer, l'organisation des anciens prisonniers de guerre et des rapatriés, fut durant les années 50 l'un des groupes de pression les plus actifs de la République fédérale, entretenant des liens étroits avec la CDU d'Adenauer et portant un agenda qui combinait la demande de rapatriement des derniers prisonniers avec la recherche d'une reconnaissance juridique et d'une compensation économique pour ses membres. La négociation de 1955 entre Adenauer et Khrouchtchev à Moscou fut un moment où la logique de la guerre froide et la question des prisonniers s'entrelacèrent de façon particulièrement visible. Khrouchtchev avait besoin de la reconnaissance diplomatique de Bonn pour consolider l'image internationale de l'Union soviétique comme puissance avec laquelle il était possible de négocier, par contraste avec la rigidité stalinienne qui s'était achevée à peine 2 ans auparavant. Adenauer avait besoin du retour des prisonniers pour se légitimer aux yeux de l'opinion publique allemande et pour démontrer que la politique d'intégration à l'Occident n'impliquait pas d'abandonner les Allemands sous tutelle soviétique. Le résultat fut ce qu'on appela en allemand la Menschenhandelspolitik,
la politique du coût humain, selon la critique de la gauche allemande, la normalisation des relations diplomatiques en échange de personnes. Le précédent établi par cette négociation fut invoqué à plusieurs reprises dans les années suivantes, lorsque la République fédérale négocia avec la République démocratique allemande l'achat de la liberté de prisonniers politiques en échange de devises, un commerce qui, entre 1963 et 1989, libéra plus de 33 000 personnes. En République démocratique allemande, le traitement de la mémoire des prisonniers de Stalingrad suivit une logique différente, mais tout autant instrumentalisée. Ceux qui avaient collaboré avec les soviétiques, en particulier ceux qui étaient outpassés par les programmes de rééducation et s'étaient intégrés dans les structures du SED, étaient des figures légitimes du panthéon antifasciste. Ceux qui avaient souffert dans les camps sans collaborer représentaient une expérience inconfortable que le discours officiel préférait taire ou encadrer comme conséquence inévitable de l'agression nazie contre l'Union soviétique. Cette asymétrie eut des conséquences concrètes sur la façon dont les deux Allemagnes narrèrent et commémorèrent Stalingrad pendant des décennies. En Allemagne de l'Ouest, Stalingrad était avant tout une histoire de souffrance allemande, du sacrifice de la 6e armée, de la captivité des prisonniers. En Allemagne de l'Est, c'était avant tout une histoire de défaite du fascisme et du début du chemin vers la nouvelle Allemagne socialiste. Les deux récits coexistèrent dans l'espace divisé que fut l'Allemagne pendant 40 ans et ne commencèrent à s'intégrer de façon critique qu'après la réunification de 1990. L'ouverture des archives soviétiques à partir de 1991 et des archives de la Stasi et du CD en Allemagne de l'Est permit aux historiens de commencer à travailler avec des matériaux qui avaient été totalement inaccessibles. Les résultats de cette recherche, qui se poursuit aujourd'hui, ont considérablement complexifié l'image que les deux récits, occidental et oriental, avaient construite sur Stalingrad et sur la captivité de ses prisonniers. L'histoire qui en résulte est moins consolante qu'aucune des versions antérieures, mais considérablement plus honnête. Les chiffres finaux et ce qu'ils révèlent. L'enquête sur les prisonniers de Stalingrad n'est pas achevée. Chaque nouvelle ouverture d'archives, chaque étude régionale sur un camp spécifique, chaque recueil de témoignages édité par des historiens allemands ou russes ajoute des pièces à un tableau qui demeure incomplet. Les dernières avancées majeures sont venues du projet conjoint germano-russe de documentation des cimetières de guerre dans les années 1990 et 2000, qui a permis d'identifier des milliers de tombes de prisonniers allemands sur le territoire russe et d'informer des familles qui, pendant des décennies, ignoraient où leurs parents étaient morts et où reposaient ces restes. Un exercice de synthèse quantitative permet de voir l'ensemble de ce qu'a représenté la captivité des prisonniers de Stalingrad. Sur les quelques 91 000 prisonniers enregistrés au début de la captivité, entre 35 000 et 45 000 sont morts au cours des 3 premiers mois, avant d'atteindre les camps permanents. Le reste, soit entre 46 000 et 56 000 hommes, a été réparti dans le réseau de camps du GUPVI à travers le territoire soviétique. Parmi eux, la mortalité est restée élevée en 1943 et 1944, avant de diminuer progressivement à partir de 1945. La première vague de libération entre 1946 et 1950 a permis le retour en Allemagne d'une partie des survivants. Environ 10 000 prisonniers maintenus sous des catégories spéciales, qu'il s'agisse de condamnés pour crimes de guerre, de sujets d'intérêt pour les programmes de rééducation ou de cas individuels divers, ont commencé à être rapatriés à partir de 1950, la majorité revenant lors de la vague de 1955 à 1956. Le nombre final d'environ 6 000 survivants revenus en Allemagne implique que, pour 100 hommes capturés à Stalingrad, entre 6 et 7 sont rentrés vivants. Les 93 ou 94 autres sont morts en captivité ou dans les derniers jours de la reddition. Cette statistique place Stalingrad dans une catégorie à part dans l'histoire du traitement des prisonniers de guerre au XXe siècle. La mortalité dans les camps allemands pour les prisonniers soviétiques fut comparable, voire supérieure. 57% des prisonniers soviétiques aux mains des Allemands sont morts. Mais les chiffres de Stalingrad, en termes absolus comme en pourcentage, restent parmi les plus extrêmes de mortalité en captivité de tout le conflit. Cette mortalité exceptionnelle s'explique par une combinaison de facteurs structurels et conjoncturels.
L'état physique des prisonniers au moment de leur capture était exceptionnellement mauvais. Les conditions de l'hiver soviétique de 1943 étaient extrêmes, même selon les standards du front de l'Est. L'infrastructure soviétique des camps de prisonniers n'était pas préparée à absorber une masse aussi importante d'hommes dans cet état à ce moment-là. Et le système soviétique de travail forcé, indépendamment de ce qui s'était produit durant les premiers mois, n'était pas structurellement compatible avec la survie de personnes en mauvaise santé. Il n'y a pas dans cette histoire un responsable unique et simple, ni un récit menant à une conclusion morale claire. Il y a un système politique qui a envoyé ces hommes dans une bataille qui ne pouvait être gagnée avec les ordres reçus. Il y a un système de capture qui les a accueillis dans des conditions qui en ont tué un grand nombre. Il y a un système de travail forcé qui a utilisé les survivants comme outil de reconstruction pendant des années. Et il y a un processus historique, la Seconde Guerre mondiale sur son front oriental, qui a produit une brutalité si systémique et généralisée que la distinction entre victimes et bourreaux devient, dans de nombreux cas, difficile à maintenir avec clarté. Ce qui subsiste n'est pas seulement la statistique, mais les milliers d'histoires individuelles qui la composent. Le soldat de Bavière mort de dysenterie dans un camp de la Volga en mars 1943, l'officier berlinois qui apprit le russe et survécut en construisant des ponts dans l'Oural, le général qui signa des appels à la reddition et passa le reste de sa vie à justifier cette décision, le sous-officier de 20 ans qui revint à 35 ans dans une ville qui n'existait plus et auprès d'une famille qui ne savait pas comment l'accueillir. Le chiffre de 91 000 est une abstraction que le langage numérique produit inévitablement lorsqu'il tente de rendre compte de faits d'une telle ampleur. Derrière lui se trouvent les registres du NK5D avec des noms translittérés de l'allemand vers le russe, souvent avec des erreurs orthographiques qui les rendent méconnaissables pour leur famille. Il y a les listes de la Deutsche Dienststelle avec des milliers d'entrées marquées comme « disparu à l'Est » sans confirmation de décès. Il y a les lettres arrivées en 1943 puis cessant d'arriver et le silence que les familles ont appris à interpréter sans jamais vouloir le confirmer complètement. L'histoire de la 6e armée à Stalingrad se clôt formellement le 2 février 1943, mais celle de ces hommes en tant que prisonniers s'étend sur plus d'une décennie supplémentaire et ses conséquences documentaires et familiales ont perduré pendant des décennies encore. Le dernier prisonnier enregistré provenant de Stalingrad est rentré en Allemagne en 1956. Le dernier survivant de cette bataille est probablement mort dans les années 1990 ou 2000 sans qu'aucun registre n'ait établi son identité. La bataille, qui dura 6 mois, laissa une trace qui mit un demi-siècle à s'éteindre. Le débat historiographique sur la responsabilité de la mortalité dans les camps reste ouvert dans ses nuances, bien que ces grandes lignes soient établies. Les chercheurs s'accordent à dire que cette mortalité ne fut pas le résultat d'une politique d'extermination délibérée comparable à celle appliquée par l'Allemagne aux prisonniers soviétiques, mais plutôt d'une combinaison d'imprévision, d'effondrement logistique, de brutalité structurelle d'un système de travail forcé et de l'état physique préalable des prisonniers eux-mêmes. Mais ils s'accordent également sur le fait que les autorités soviétiques savaient que les hommes mouraient en nombre massif et que les mesures prises pour réduire cette mortalité furent insuffisantes et tardives. La distinction entre l'intention de tuer et la négligence qui tue est juridiquement pertinente. Elle ne change pas le nombre de morts. Les archives restant à ouvrir, en partie en Russie et en partie dans les dépôts des États successeurs de l'Union soviétique, pourront à l'avenir affiner les chiffres et compléter certains des profils individuels qui demeurent aujourd'hui inconnus. Elles ne modifieront pas la structure générale de ce qui s'est produit. Le destin des 91 000 de Stalingrad constitue l'un des chapitres les plus documentés et en même temps les plus difficiles à appréhender de toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, précisément parce qu'il ne se prête pas à un récit simple et parce que ces chiffres de mortalité parlent d'un système, non d'une exception.